Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, je suis très heureuse de consacrer un sujet à la maison des lanceurs d'alerte. J'ai en face de moi, puisque nous sommes enfin en présentiel, pour en parler, Juliette Alibert. Juliette, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur So Sweet Planet. Donc je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir participer à cette série de podcasts en présentant la Maison des lanceurs d'alerte. Donc je suis Juliette Alibert, je suis avocate et je travaille au sein de la Maison des lanceurs d'alerte pour accompagner les personnes qu'on appelle donc des lanceurs d'alerte et dont je vais pouvoir vous parler. Et vraiment, je suis très heureuse parce que c'est une association dans laquelle je travaille maintenant depuis 2 ans, qui a énormément de sens et j'aimerais vous présenter le travail qu'on accomplit au quotidien pour aider ces personnes qui sont souvent en grande difficulté, comme je vais pouvoir vous l'expliquer. On va peut-être dans un premier temps, on peut expliquer déjà, parce que tout le monde connaît cette appellation de lanceur d'alerte. La définition, elle est forcément un peu floue, quoi. J'imagine que même dans les gens qui vous sollicitent, qui ont besoin d'aide, ils rentrent pas forcément dans les cases de ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Est-ce qu'il y a une définition officielle, en fait, déjà du lanceur d'alerte ? Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, le terme lanceur d'alerte est un terme qui est devenu à la mode suite à différents cas emblématiques dont on pourra parler, l'affaire Snowden, l'affaire Assange, mais on peut penser aussi à Irène Frachon en France ou à d'autres cas de lanceurs d'alerte et lanceuses d'alerte. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une définition, qui est la définition entre guillemets juridique, puisqu'il y a un cadre, un régime protecteur des personnes qui lancent des alertes en France, qui a été instauré par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Et pour expliquer rapidement ce qu'est un lanceur d'alerte, si on reprend cette définition, c'est donc une personne physique. À l'heure actuelle, c'est pas une personne morale, ça peut pas être une organisation qui révèle ou signale de bonne foi, donc c'est-à-dire qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que les informations qu'elle allait révéler étaient vraies. C'est un peu comme ça qu'on le comprend juridiquement, que la jurisprudence l'interprète. Et donc, qui révèle de bonne foi, de manière désintéressée, donc sans qu'elle ait des raisons, une volonté de s'enrichir de cette alerte, des faits qui sont répréhensibles au regard de la loi, au regard d'un traité international, au regard d'un règlement, ou qui sont contraires à l'intérêt général. Voilà. Et donc, c'est une personne qui a eu aussi personnellement connaissance de ces faits-là. Et c'est à partir du moment où elle remplit tous ces critères-là que juridiquement, elle peut être protégée devant les tribunaux en tant que lanceur d'alerte. Et ça, de cette définition se décline tout un ensemble de garanties et de dispositions spécifiques juridiques qui protègent les lanceurs d'alerte. Oui, parce qu'en fait, ils ont besoin d'être protégés, ces lanceurs d'alerte, puisque à partir du moment où ils vont divulguer une information qui ne va pas plaire à tout le monde, on va dire. On peut le dire. À ce moment-là, ils se mettent en danger, en fait. Ça peut avoir des répercussions sur leur vie professionnelle, leur vie privée. Qu'est-ce qui risque ces lanceurs d'alerte à partir du moment ? Tout à fait. C'est nous au sein. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais comme aujourd'hui, on a quand même 2 années de vécu des lanceurs d'alerte et des alertes qu'on reçoit, et c'est vrai que les lanceurs d'alerte sont des personnes particulièrement exposées parce que même s'ils agissent dans l'intérêt général, et ça c'est vraiment dans l'intérêt du bien commun, d'améliorer la société, d'empêcher des risques environnementaux importants, des risques pour la santé de tout un chacun. En fait, ils prennent les risques quand même de dénoncer des faits, et quand c'est dans le cadre du travail, par exemple, de s'exposer à des représailles importantes, du harcèlement, des licenciements, on en a eu beaucoup, et notamment parce qu'en fait, à l'heure actuelle, juridiquement, ils sont obligés, quand ce sont des lanceurs d'alerte dans le cadre du travail, de saisir dans un premier temps leur employeur. Donc ça peut être alors c'est pas que leur employeur directement, mais ça peut être un supérieur hiérarchique direct ou indirect, ou alors un référent déontologue quand ça existe. Et quand ils n'ont pas de réponse dans un délai qui d'ailleurs n'est pas précisé, ils peuvent ensuite s'en remettre à des autorités judiciaires, à des autorités administratives compétentes, à la CNIL si c'est en matière de données personnelles par exemple, et enfin révéler au public. Donc il y a toute une série de paliers à respecter, et on voit bien que je dirais que à la fois ils sont victimes de représailles, et en plus de toute façon, du fait de ces paliers à respecter quand c'est dans le cadre du travail, c'est particulièrement, ça dissuade énormément les personnes de faire les choses, et puis ils s'exposent évidemment à des risques puisqu'ils sont, même s'il y a une obligation de préserver leur identité, une confidentialité qui est prévue par la loi, effectivement, on imagine bien qu'une fois qu'on a dénoncé des pratiques de corruption au sein de son entreprise auprès de son supérieur, la vie est rude et la conservation
de son emploi est un parcours du combattant. Donc effectivement, je pense qu'ils sont particulièrement exposés. Enfin, on le voit. Oui, ils deviennent indésirables. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'opinion publique, il y a un soutien des lanceurs d'alerte. C'est quand même une thématique forte. On en parle assez régulièrement. Oui. Il y a des nouveaux scandales de leaks régulièrement où il y a des révélations. Et il y a ce soutien de l'opinion publique. Mais c'est vrai que quand on voit le lanceur d'alerte du quotidien, qui peut être ton voisin qui est au sein de sa commune et qui dénonce des pratiques de corruption faites au sein d'une mairie, ou cette personne qui travaille au sein d'un laboratoire pharmaceutique et qui dénonce des problèmes dans les dispositifs de sécurisation de l'expérimentation des produits, par exemple. En fait, on se rend bien compte que en interne, la réalité est bien plus complexe que ça. Alors même qu'ils le disent tous, ils font ça dans l'intérêt de leur entreprise pour qu'elle aussi elle ait des pratiques les plus éthiques possibles, pour respecter la déontologie, parce que si des fois ils ont une obligation de signalement quand c'est des agents fonctionnaires, alors il n'y a pas aujourd'hui cette obligation, elle n'est pas sanctionnée dans le cas où un fonctionnaire qui verrait des pratiques irrégulières ne les signalerait pas, mais ils ont quand même cette obligation. On est quand même dans un système un état de droit, et le fait de participer à cette construction éthique, à garantir que les lois soient respectées, les règlements soient respectés, c'est aussi dans l'intérêt de leurs entreprises pour qu'elles soient plus vertueuses et qu'elles aient des pratiques d'autant plus saines sur le long terme. Donc, et ça c'est difficile à faire comprendre aux employeurs. Dit comme ça, on se demande pourquoi il y a des problèmes en fait, parce qu'à partir du moment où on parle de pratiques vertueuses, d'intérêt pour l'entreprise, tout le monde devrait être d'accord. Et non, tout le monde n'est pas d'accord. Donc... Et effectivement, c'est très paradoxal. Et en fait, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est de se dire que en plus, comme il y a par exemple ce premier palier, c'est-à-dire cette obligation de signaler d'abord en interne au sein de son entreprise auprès de son supérieur, de toute façon, dans la logique des choses, on pourrait se dire que une fois que c'est traité en interne, tant mieux, les choses sont bien, il n'y a pas de révélation au public, et puis il y a un traitement du signalement, de l'alerte, et il y a une régularisation, tout rentre dans le droit chemin. Sauf qu'en fait, je pense que effectivement le lanceur d'alerte, dans son ADN, la façon dont il est capable de s'opposer entre guillemets à des pratiques irrégulières, ça fait peur en fait aux entreprises en interne, et effectivement la hiérarchie préfère se séparer de ces personnes qui peuvent leur causer des ennuis parce que derrière c'est l'image de l'entreprise, et puis je pense que voilà, on n'assume pas en fait le rôle crucial qui est joué par ces vigiles de la démocratie, ces vigiles éthiques que sont les lanceurs d'alerte. Donc c'est très effectivement c'est compliqué. Donc où en est la protection des lanceurs d'alerte aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bien protégés puisqu'il y a eu une loi quand même, c'était un pas à l'époque. En France, en fait, avant cette loi Sapin 2 qui fixe un régime général pour l'ensemble des lanceurs d'alerte, tout secteur confondu, il y a eu plusieurs dispositifs sectoriels dans des domaines bien spécifiques. Et depuis la loi donc Sapin 2, on a un régime protecteur pour les personnes qui lancent l'alerte dans le cadre du travail, hors du cadre du travail, et qui ne dissocie pas en fonction des secteurs, même si quand même, faut le dire, il y a quand même des secrets qui sont exclus du cadre de l'alerte. C'est-à-dire quand on veut lancer une alerte qui porte sur le secret médical, sur le secret des relations entre l'avocat et son client, ou sur le secret défense, on ne peut pas être protégé par le régime de la loi Sapin 2. Donc ça exclut quand même de fait certains secteurs. Et donc ce régime étant quand même un des régimes, dans le monde, on voit qu'il y a très peu de pays aujourd'hui qui ont un régime comme le nôtre. Donc on peut se dire qu'effectivement c'est une avancée importante. Par contre, est-ce que les lanceurs d'alerte sont bien protégés ? Je dirais que selon nous, Maison des lanceurs d'alerte, c'est insuffisant. Du fait que, par exemple, il y a ces paliers dont je parlais tout à l'heure, où on est obligé de saisir d'abord en interne, c'est particulièrement dissuasif. On voit bien aussi que la plupart des entreprises sont très en retard pour avoir mis en place les dispositifs de recueil et de traitement des alertes. Quand elles ont, par exemple, plus de 50 salariés, ou toutes les administrations, c'est le cas aussi, elles sont obligées de mettre en place un dispositif spécifique. On voit bien qu'il y a du retard par rapport à ça. On voit bien, effectivement, que dans la pratique, même s'il y a des garanties, c'est-à-dire nullité de toutes les représailles qui sont prises contre les lanceurs d'alerte, impossibilité donc de le licencier ou qu'il soit discriminé
en lien avec son alerte, dans la pratique, c'est toujours la difficulté entre le droit et la pratique, c'est qu'il y a quand même un écart important et les lanceurs d'alerte devraient être bien protégés, mais c'est très compliqué. Et c'est pour ça aussi que nous, dans le cadre de la future directive, parce qu'il va y avoir une future directive qui doit être transposée avant décembre 2021, on appuie certains changements importants pour créer un régime demain qui soit davantage protecteur que celui actuellement déployé par la loi Sapin 2. Alors, qu'est-ce que la Maison des lanceurs d'alerte ? Donc là, les Maisons des lanceurs d'alerte est une association qui a été créée, donc association loi 1901, qui a été créée à la fin 2018 à l'initiative de 17 organisations, syndicats, mais aujourd'hui qui a un conseil d'administration composé même de certaines personnes physiques, par exemple Antoine Deltour, le lanceur d'alerte des LuxLeaks, ou encore Laurent Mauduit, qui est un des cofondateurs de Mediapart. Et donc cette association, donc fondée par toutes ces organisations, alors je peux en citer quelques-unes, il y a des syndicats comme Sud Solidaire, le syndicat national des journalistes, on a aussi des associations comme Transparency International, que je crois que vous avez déjà eu la chance de recevoir au podcast. Oui. Sciences citoyennes, qui amène plus l'aspect scientifique. Voilà, donc on est composé par cet ensemble d'organisations et l'idée de la Maison des lanceurs d'alerte, ça a été de créer une structure dédiée à l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Donc sur l'accompagnement des lanceurs d'alerte, on les accompagne de différentes manières. Sur un aspect très juridique, les conseiller, produire des notes qu'ils peuvent ensuite faire valoir devant les juridictions, saisir des autorités compétentes pour que les alertes soient effectivement traitées. C'est ce qu'on a pu faire en saisissant par exemple la CNIL. Là, on va saisir par exemple le Parquet national financier ou l'Agence française anticorruption. Donc on saisit directement aussi certaines autorités pour appuyer certaines alertes. Et on mène tout un travail d'instruction des dossiers avec une plateforme chiffrée pour recueillir des éléments écrits des pièces, les analyser, les traiter et conseiller du mieux possible les lanceurs d'alerte pour qu'ils soient protégés en fonction de leurs besoins et de leurs problématiques. Donc ça, c'est vraiment l'aspect juridique. Et après, sur l'accompagnement, on fait aussi un accompagnement social, psychologique, un accompagnement moral. On a mis en place des journées dédiées à l'accueil des lanceurs d'alerte. Il y a un groupe de parole collectif aussi pour les lanceurs d'alerte qui est très intéressant. Et puis, on aide aussi les lanceurs d'alerte financièrement. Enfin, alors ça, c'est en développement, mais on veut mettre en place des aides ponctuelles d'urgence pour les aider lorsqu'ils sont dans des situations particulièrement précaires. Et enfin, en matière d'aide, je dirais qu'il y a une dernière aide qui existe, c'est ce qu'on appelle l'aide médiatique. C'est-à-dire qu'on peut aider les lanceurs d'alerte dans certains cas à diffuser les alertes auprès de médias, soit en faisant des communiqués directement en notre nom, au nom de la Maison des lanceurs d'alerte, ou encore en les accompagnant, les mettant en lien avec des journalistes d'investigation spécialisés dans les domaines dans lesquels ils souhaitent porter l'alerte. Ça, c'est vraiment sur le volet accompagnement. D'accord. Et puis la Maison des lanceurs d'alerte, donc accompagne les lanceurs d'alerte, mais elle mène aussi des activités de plaidoyer pour faire changer la loi, pour que le régime soit davantage protecteur, notamment dans le cadre de la future directive. Et enfin, on tend à former la société civile, à diffuser une culture de l'alerte, même auprès des citoyens, auprès des entreprises, pour que justement on prenne conscience de la nécessité aujourd'hui de protéger les lanceurs d'alerte. Parce que dans une société idéale, en fait, il ne devrait pas y avoir de lanceurs d'alerte. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Mais on n'est pas dans une société idéale. Non. En tout cas, vous travaillez à ce que ça s'améliore. C'est ça qui est important, comme pas mal des gens que je reçois sur So Sweet Planet qui essaient de faire bouger les lignes, bouger les lois, bouger les consciences, faire que les comportements soient plus vertueux. Et c'est souvent pour l'intérêt général, en fait. Et puis, je crois que vous faites de la formation aussi, non, un peu ? Oui, c'est ça. C'est le dernier volet qu'on va développer. Bon, pour l'instant, c'est vraiment à l'ébauche parce qu'en plus, il y a eu la période de Covid, de pandémie, donc ça a un peu freiné. Et puis, on est une organisation toute récente. On a reçu... On n'était pas forcément conscient de ça au départ, mais on a reçu... Là, on est à plus de 300 personnes qui nous ont sollicité, plus de 150 alertes qui sont avérées, parce qu'en fait, il y a un travail de recueil des informations. On est vraiment dans l'instruction minutieuse de tous les éléments, du discours de la personne. On a un entretien téléphonique avec elle sur un canal sécurisé. Ensuite, au sein de la permanence, on va analyser chacune des pièces, confronter son discours avec les éléments qu'il nous a envoyés. L'idée, c'est aussi qu'on peut pas...
tout le monde, tout un chacun n'est pas lanceur d'alerte. Donc nous, on a aussi ce travail de faire un peu une instruction et vérifier la recevabilité des alertes et du coup le statut auquel la personne peut prétendre ou pas, quoi. Et alors après, quelles sont les étapes à partir du moment où quelqu'un vous signale quelque chose? Vous validez la véracité de ce qui est signalé et puis qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une confrontation d'abord avec l'entreprise ou avec l'autre partie qui est attaquée par cette personne ou comment ça se passe? Alors, donc on a un premier entretien téléphonique avec la personne pour comprendre, avoir une synthèse des faits. On reçoit des éléments écrits, on les analyse, on valide effectivement, on va prendre le cas où c'est une personne qui a lancé une alerte et qui peut de ce fait être considérée comme lanceur d'alerte. Et en fait, c'est vraiment après, en fonction de la situation identifiée, que si par exemple la personne est victime de représailles importantes et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement, on peut produire en urgence une note juridique que la personne peut ensuite utiliser devant le Conseil des prud'hommes pour faire valoir qu'elle a le statut de lanceur d'alerte et de ce fait que cette mesure, qui est une représaille importante, doit être nulle et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Donc ça, c'est par exemple un exemple, mais on peut aussi être amené à... Mais alors après, si la personne est réintégrée, ça ne doit pas être très facile non plus de retourner travailler dans une entreprise qui a voulu vous licencier, vous revenez de force, ça peut continuer à être l'enfer. Alors ça dépend des lanceurs d'alerte. En fait, je pense que symboliquement, c'est quand même important pour eux de se voir reconnaître le fait qu'ils étaient dans leur bon droit et qu'ils n'ont pas fait ça à des fins de nuire à leur entreprise et qu'au contraire, ils devaient être protégés et leur parole être d'autant plus écoutée qu'elle allait dans l'intérêt général. Donc je pense que ça, c'est important pour eux. On voit bien que c'est fort, quoi. Ils ont ce sentiment d'injustice profonde et ils ont vraiment besoin de cette reconnaissance. Par contre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui abandonnent et qui ne veulent pas être réintégrés, ou alors qui vont demander à être réintégrés, puis ensuite c'est pour partir la tête haute, et puis peut-être... ça dépend vraiment des cas. Il y a aussi des personnes qui veulent simplement être dédommagées, obtenir réparation. Donc nous, je dirais qu'on agit vraiment pour aider le lanceur d'alerte victime de représailles, pour que l'alerte soit traitée en saisissant des autorités, en le mettant en lien avec des journalistes, en le mettant en lien avec d'autres associations. Des fois, on travaille en lien avec d'autres associations pour traiter l'alerte, vérifier la scientificité, par exemple, si on n'y arrive pas, ou l'aider à... par exemple, en matière d'ondes électromagnétiques, on a eu pas mal d'alertes, mais en tant que maison des lanceurs d'alerte, c'était difficile d'avoir un avis parce qu'on n'était pas spécialisé. Voilà, c'est ça. Donc, on fait appel à d'autres organisations. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction de la situation qu'on déploie toute une panel d'outils. C'est vraiment en fonction des besoins de la personne, quoi. Et sur le nombre de cas que tu as cités là, combien ont avancé, se sont conclus, de quelle façon? Il peut y avoir des urgences aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a effectivement... sur le nombre de cas qu'on a reçus, donc on a reçu 300 demandes, on en a validé 150. La phase de validation est longue parce qu'on instruit. Et... Alors après, on traite les dossiers en fonction des urgences. Effectivement, quand on est sur, une alerte qui met en cause des mineurs dans un centre d'accueil, effectivement, là, on est quand même sur l'intérêt supérieur de l'enfant, sur presque du traitement inhumain et dégradant envers une personne. C'est quand même des enjeux importants. Donc, on va sans doute la traiter en priorité. Mais je dirais qu'il y a peut-être... En fait, il y a peut-être une trentaine de dossiers qui ont été vraiment clos, mais c'est tout à fait, et ça nous est déjà arrivé, de les réouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, on est persuadé que tout va bien, elle a été réintégrée finalement, et puis les choses semblent s'être apaisées. Puis finalement, on se rend compte quelques mois plus tard qu'en fait, l'alerte se poursuit, c'est-à-dire que les motifs, les informations, elle n'a pas été traitée. Donc là, effectivement, la personne peut se dire, non, je vais y retourner, puis cette fois, j'ai peut-être sollicité la presse, parce qu'en fait, c'est pas possible, on m'a fait croire que ça avait été traité, mais absolument pas. Ou ça peut être aussi une personne qui, à nouveau, fait l'objet de représailles. Et là, effectivement, on se met à réouvrir le dossier et à se dire, tiens, on a utilisé telle voie, on lui a conseillé de se faire appuyer par des syndicats, on a saisi le défenseur des droits pour qu'il intervienne sur son dossier, et là, ça va trop loin, et du coup, intervenir devant une autre juridiction, on peut reprendre les éléments. Et quand les risques concernent, je pense à un précédent podcast que j'avais fait avec Foodwatch, qui lancent des alertes. Il y a eu pas mal d'affaires qui en fait menaçaient la santé
du grand public, de tous les citoyens. Vous agissez avec d'autres associations, d'autres ONG. Comment vous faites pour pouvoir alerter au plus vite et protéger au plus vite ? Alors oui, comme on est quand même une association donc composée de plusieurs associations, on peut saisir ensemble les autorités. Voilà. C'est ce qu'on va faire là par exemple avec Transparency International sur un cas de corruption. On va saisir ensemble le procureur de la République, le parquet national financier pour être plus précis. Donc on peut agir comme ça de concert avec des organisations. Mais c'est vrai qu'on crée aussi des réseaux, par exemple, on peut former, aider des associations à lancer les alertes ou même à ce que leur lanceur d'alerte soit protégé par notre association. Donc on a mis un partenariat, par exemple, avec la BUS, qui est une association qui aide les lanceurs d'alerte dans le domaine de l'art. Donc eux-mêmes peuvent être amenés à nous renvoyer des lanceurs d'alerte lorsqu'il y a ce type de difficulté-là. Et puis, on réfléchit aussi à ce que la personne morale, c'est-à-dire des associations comme nous-mêmes, puissent, entre guillemets, bénéficier d'un statut protecteur dans le cadre de la future directive et être facilitateur des alertes. Et en fait, que ce soit les personnes morales qui prennent les coups, entre guillemets, pour que derrière, en fait, le lanceur d'alerte, personne physique, soit protégé. C'est pour ça qu'au sein de la maison des lanceurs d'alerte, initialement, on était vraiment sur protéger le lanceur d'alerte. Et aujourd'hui, on déploie aussi ce nouveau champ d'intervention où nous-mêmes, en fait, on agit presque en tant que lanceur d'alerte en saisissant, par exemple là récemment on a saisi la CNIL sur un dossier en leur disant voilà, nous il nous semble que sur ce dossier il y a eu un risque de violation grave à des données à caractère personnel, on vous demande de mener un travail d'investigation et du coup en fait on se fait ce relais, on devient ce relais de l'alerte en tant qu'association. Et vous avez une crédibilité que si le lanceur d'alerte lui-même va aller voir, vous avez déjà fait le travail de vérification, le cas que vous apportez est déjà validé, son sérieux est validé. Donc j'imagine que ça doit pouvoir aider aussi à... C'est ça c'est vrai qu'on jouit du coup d'une forme de reconnaissance auprès des autorités qui permet d'être pris peut-être plus rapidement au sérieux que si c'était une simple personne physique, malheureusement. Mais oui, effectivement, je pense que c'est peut-être aussi un des atouts, entre guillemets, que les personnes passent par notre association parce que ça peut vraiment les aider à être protégées, mais aussi à ce que leur alerte soit traitée en identifiant les autorités compétentes pour le faire. Et voilà, je pense aussi on est en train de réfléchir à mettre en place la même chose avec le réseau Sortir du nucléaire pour que leurs lanceurs d'alerte puissent aussi bénéficier de nos conseils. Et à propos de Julian Assange, donc j'ai vu en préparant cette interview que l'avocate et ancienne magistrate Eva Joly avait publié une tribune le 20 janvier dernier dans le journal Le Monde. Et je trouve que, sans forcément parler de Julian Assange en particulier, mais je trouve que ce qu'elle a écrit, je vais en citer un petit passage, est assez... ça révèle beaucoup de choses, il me semble. Donc le titre, c'était « Julian Assange se meurt en prison pour avoir rendu public ses crimes de guerre ». Elle y écrivait, entre autres, « C'était en 2010, en collaboration avec un site dénommé Wikileaks, fondé par Julian Assange, les journaux parmi les plus prestigieux d'Europe et du monde, publiait une longue série de révélations sur les guerres alors menées en Afghanistan et en Irak par les États-Unis et leurs alliés. La notion de transparence fut abondamment débattue dans ces journaux et dans toute la société. Mais la gravité des informations contenues dans ces documents rendait leur discussion dans un cadre ouvert et démocratique plus que nécessaire. Ces documents transmis par Wikileaks à la presse révélaient l'usage de la torture, des dizaines de milliers de morts parmi les civils, tout ce qui a fait de cette zone du monde le nid d'un terrorisme dont nous payons si chèrement le prix aujourd'hui. Et plus loin, elle écrit, et là je trouve que ça met bien en perspective l'ensemble, quoi que l'on pense de la personnalité d'Assange ou des erreurs que Wikileaks a pu commettre, la démocratie est face à elle-même. Est-elle encore capable de débattre collectivement de certains sujets, de défendre la liberté d'informer et ses lanceurs d'alerte? Est-elle capable de protéger les droits humains en général et les droits d'un homme en particulier? Alors là, c'est un cas vraiment complexe, évidemment, mais effectivement, je trouve que souvent,
on voit que c'est quand même les questions en fait, que ça pose. Donc peut-être que tu peux nous en parler un peu. Oui, alors déjà, c'est vrai que nous, je pense que la Maison des lanceurs d'alerte, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais rejoindrait tout à fait cette tribune d'Eva Joly. Et effectivement, ces mots sont forts et expriment bien la réalité à laquelle, en tant qu'État démocratique, on peut être confronté quand on est sur la question de protéger des personnes qui effectivement divulguent des informations, mais d'une telle gravité qu'il est nécessaire en fait que ces informations, que les citoyens et que les contre-pouvoirs qui puissent exister s'en saisissent pour effectivement avoir un regard, que la démocratie a un regard sur elle-même et puisse du coup continuer à être démocratique et être la plus vertueuse possible. Alors là, je crois que sur le cas de Julian Assange, ce qui est dénoncé notamment par les autorités américaines, c'est effectivement le fait que, en révélant certaines sources des services militaires, par exemple, il les a mis en danger. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a tout un débat autour de Julian Assange qui a eu une approche différente. C'est pour ça qu'on appelle ça du leaks, une approche différente de l'approche d'Edward Snowden, par exemple. C'est qu'effectivement, l'idée, c'est un peu toute la transparence, rien que la transparence. Donc c'est sortir en bloc des informations. Et puis effectivement, il y a certaines informations qui peuvent du coup identifier des personnes, alors que c'est vrai que Edward Snowden avait une approche où il avait calculé, avant de révéler chaque information, la proportionnalité entre l'intérêt que ce soit divulgué au regard de l'intérêt général et en même temps la préservation, les conséquences ou la préservation de la vie privée des personnes en fait. Parce que, je sais pas, on peut imaginer que la révélation de certaines composantes de leur vie privée, je sais pas, leur orientation sexuelle, ça puisse les mettre en danger dans certains pays. Mais après, c'est vrai que nous, quand même, on a soutenu à plusieurs reprises, dans le cadre de Tribune, effectivement, Julian Assange, parce que, selon nous, en fait, s'attaquer à Julian Assange aujourd'hui et l'extrader aux États-Unis, déjà, il y a des risques importants pour sa vie, puis c'est surtout que derrière, ça met en difficulté l'ensemble des journalistes, parce que demain, c'est aussi eux, en fait, ils font le même travail que Julian Assange. Alors lui, il passe par une plateforme Wikileaks, tout un système un peu particulier, mais si on s'en prend à Julian Assange, demain, on peut s'en prendre à l'ensemble des journalistes d'investigation. Alors, le 2 février dernier aussi, Sonia De Villers sur France Inter, dans son émission L'édito des médias, consacrait un sujet à Raphaël Allais. Le titre du sujet, c'est « Derrière une source, il y a un être humain ». Alors, elle raconte, en fait, en parlant de Raphaël Allais, qu'il a remis à Édouard Perrin de l'émission Cache Investigation des documents accablants, pièce maîtresse d'une enquête internationale sur l'évasion fiscale, les LuxLeaks. Elle précise qu'il avait pris des précautions pour ne pas être identifié en tant que source. Et ensuite, elle dit que son employeur, donc je cite Sonia De Villers, n'a aucun mal à identifier Raphaël Allais et qu'une juge de Metz autorise l'employeur à faire saisir le matériel informatique du lanceur d'alerte, y compris sa correspondance avec le journaliste. Incroyable, je cite toujours Sonia De Villers, incroyable, la magistrate reconnaîtra ensuite son énorme erreur devant les caméras de France 2. Trop tard, les gendarmes s'empressent d'aider les dirigeants de Price venus intimider Raphaël Allais et sa femme. Brutalisé, menacé, les avocats de Price lui réclament 10 millions d'euros de dommages. Ce modeste père de famille signe un accord de confidentialité et se terre dans un silence isolé. Et dans la conclusion, Sonia De Villers dit « Raphaël Allais est néanmoins condamné, lui, la source que la justice aurait dû protéger ». Donc, qu'est-ce qui se joue dans une affaire comme celle-ci ? Je crois que vous l'avez suivi de près. C'est une décision de justice et pour nous, citoyens, ça semble une décision injuste. Oui, tout à fait. En fait, comme on est sur la révélation du secret, puisque c'est le secret qui est conservé au sein des entreprises et qu'on a des lanceurs d'alerte. Oui. Alors là, c'était Monsieur Raphaël Allais, mais en fait, il travaillait dans la même entreprise que Antoine Deltour, qui est un des administrateurs de la Maison des lanceurs d'alerte, donc PwC, cette entreprise-là qui faisait de l'optimisation fiscale et qui a permis de l'évasion fiscale je crois que c'est plus de 350 groupes qui ont fait de l'évasion fiscale sous le couvert d'une soi-disant optimisation légale. En fait, Antoine Deltour avait dénoncé ça et il se trouve qu'on a eu un deuxième lanceur d'alerte dans ce cas-là, Monsieur Allais, qui a participé à révéler ces informations, du coup, à Monsieur Perrin. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, il a été
son nom a été révélé, on a forcé le journaliste à révéler ses sources. Donc c'est quand même une affaire très inquiétante sur l'état de la démocratie, ce que ça dit aussi du statut de journaliste, où finalement on peut contraindre les journalistes chiens de garde quand même de la démocratie, selon la Cour européenne des droits de l'homme, sous la menace ou sous la contrainte, en tout cas la menace c'est peut-être un peu aller loin que de dire ça, mais en tout cas avec des mécanismes juridiques forts, à révéler des sources, et derrière c'est des personnes qui sont victimes de représailles. Et c'est vrai que nous, ce cas-là était intéressant parce qu'en fait il a saisi le juge au niveau européen, donc la Cour européenne des droits de l'homme, pour être protégé suite à cet arrêt de la Cour d'appel, le condamnant. Et nous, on a déposé ce qu'on appelle une tierce intervention, c'est-à-dire une intervention en tant qu'association spécialisée sur les lanceurs d'alerte, pour faire valoir que effectivement il s'agissait bien d'un lanceur d'alerte qui devait être protégé, que c'était pas parce que en fait il s'inscrivait dans la continuité de ce qu'avait dénoncé Antoine Deltour que il pouvait pas être protégé, parce qu'en fait le juge, dans sa décision au niveau, la Cour d'appel du Luxembourg, elle indiquait que comme l'information n'était pas nouvelle, n'était pas inédite, mais qui s'inscrivait simplement dans la continuité de ce qu'avait fait Monsieur Deltour, du coup c'était pas vraiment une alerte, et que de ce fait il n'avait pas à révéler des informations aux journalistes, à continuer à alimenter en fait le journaliste de nouvelles informations sur des nouveaux cas d'optimisation fiscale. C'est qu'en fait selon nous le lanceur d'alerte n'a pas à faire ce travail, en fait il est confronté à des pratiques irrégulières, il pense qu'en l'état de ses connaissances, elles sont avérées. Effectivement, s'il s'en sent le courage, s'il a ce courage-là, il peut tout à fait porter les faits auprès de son employeur, auprès de la justice, et ça va dans l'intérêt général. Et on s'en moque en fait que l'alerte, ce soit la continuité d'une autre alerte qui a été lancée par quelqu'un d'autre. Et pour nous, c'était essentiel de rappeler ça à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on attend la décision qui est toujours pas intervenue. Ça date de 2019. Donc espérons que ça tombe bientôt et que ce soit favorable à Monsieur Halet, en tout cas qu'on a vraiment souhaité soutenir dans sa démarche. Et puis aussi pour les futurs lanceurs d'alerte. Parce que ça suffit pas de lancer l'alerte une fois et de dire finalement les faits n'ont pas été traités, et du coup les autres lanceurs d'alerte qui continuent à dénoncer la continuité de ce qui avait été fait par un autre ne seraient pas protégés. En fait, c'est pas possible. On voit qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train d'évoluer au niveau législatif, et on voit que plus on en parle, plus on voit qu'il reste beaucoup à faire, et aussi que c'est très complexe quand même. Vraiment, chaque cas est un cas particulier, en fait, selon le domaine dans lequel ça se produit, Et donc, vous essayez aussi, en fonction de tout ce que vous pouvez découvrir et de toutes les connaissances et de tous les cas que vous voyez, de faire bouger les lignes, donc au niveau politique. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est votre actualité en ce moment par rapport à ça, et quelles sont vos marges de manœuvre pour pouvoir faire que les choses s'améliorent? Oui, effectivement, on travaille, on a un axe de plaidoyer pour faire changer les lignes, faire changer la loi, comme tu le dis. Donc on a participé à des recommandations qui ont été réalisées par la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, mais aussi au sein du Conseil de l'Europe. Et puis là, il y a la future directive, donc cette entre guillemets loi européenne qui doit être transposée en droit français, donc pour qu'elle puisse produire des effets juridiques. Oui. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est ce soit pas une transposition à minima, c'est-à-dire qu'on garde des acquis précieux de la loi Sapin 2 qui sont, entre guillemets, parce qu'au niveau national, parfois, il y a certains dispositifs qui sont plus avantageux que ceux prévus dans le cadre de la future directive. Donc, on veut une transposition maximale pour aller dans le sens de le plus de droits garantis aux lanceurs d'alerte et une protection la plus efficace possible. Oui. Donc, pour cela, par exemple, on veut garder la définition large du lanceur d'alerte, parce qu'en fait, le problème, par exemple, avec la future directive, c'est qu'elle s'applique que dans le cadre du travail. Et aujourd'hui, la loi Sapin 2, c'est pour tout lanceur d'alerte, dans le cadre ou hors du cadre du travail, il peut bénéficier de certaines garanties s'il remplit les conditions pour être reconnu comme tel, comme lanceur d'alerte. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Par exemple, ce qu'on pousse aussi, c'est dans le sens, ça c'est dans le sens de la directive, c'est que demain on n'aura plus les paliers, c'est-à-dire qu'on n'aura plus l'obligation d'aller directement voir son supérieur hiérarchique, quelqu'un au sein de son entreprise, mais on pourra directement saisir ce qu'on appelle le palier 2, c'est les autorités. Donc c'est le juge, les autorités ordinales, le conseil de l'ordre des architectes, par exemple. Je donne des exemples comme ça. Donc ça, c'est plutôt une avancée de la directive, et nous, on veut vraiment du coup aller dans ce sens-là. Ce qu'on voudrait aussi, c'est
élargir, et j'en parlais tout à l'heure, la protection des personnes morales pour qu'en fait elles puissent porter les alertes et ne pas être victimes de représailles, parce que quand elles portent les alertes, elles le sont aussi, ce qui peuvent être des procédures bâillons, des attaques en diffamation, le refus d'obtenir d'avoir un agrément pour l'association Anticorps, par exemple. On pourrait imaginer que demain ce soit une des mesures. On va en reparler tout à l'heure. Les procédures bâillons, en 2 mots, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? En fait, les procédures bâillons, c'est l'ensemble des procédures judiciaires, juridiques qui sont mises en place pour bâillonner, faire taire, alors soit des lanceurs d'alerte, des personnes physiques, soit des personnes morales, enfin faire taire en tout cas quelqu'un qui veut user de son droit d'expression, de sa liberté d'expression pour dénoncer des dysfonctionnements, dénoncer des irrégularités. Et ça peut juridiquement se traduire par une attaque en diffamation, en disant effectivement que la personne n'avait pas d'intérêt, que les éléments sont faux, ou que... c'est en fait construire tout un arsenal juridique pour faire taire, bâillonner et empêcher en fait la libération de la parole, la dénonciation de pratiques irrégulières. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui... pour eux, c'est un coût, en fait. C'est internalisé dans leur coût d'entreprise. C'est-à-dire que ça coûte moins cher de payer des avocats pour diligenter ces procédures dilatoires quand on sait qu'en face, c'est une personne partie faible, entre guillemets, une association qui a très peu de moyens, ou une personne physique qui craint pour des atteintes à son intégrité. Et du coup, même si elles perdent in fine, par exemple des grosses entreprises qui peuvent avoir l'habitude de ces pratiques-là, en fait, effectivement, dans le rapport coût-avantage, elles ont tout intérêt à faire ça, parce que c'est éviter plusieurs articles dans la presse, c'est éviter du coup une diffusion de ces informations-là qui contreviennent à leur image. Oui, c'est donc ça. voilà, c'est ça les procédures. D'accord. Mais elles peuvent être de plusieurs types. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on voudrait. Et puis, on voudrait aussi que le défenseur des droits, qui est aujourd'hui l'autorité compétente pour orienter et protéger les lanceurs d'alerte, puisse avoir plus de moyens financiers, de moyens humains pour accompagner les lanceurs d'alerte, puis aussi leur faire un retour plus rapidement sur l'état de leur saisine, des délais, vers qui il faut renvoyer la personne pour trouver un interlocuteur qui sera le plus à même de traiter les alertes. On voudrait également, et ça c'est un sujet qui nous semble important, c'est ouvrir le droit d'asile aux lanceurs d'alerte, parce qu'aujourd'hui, on peut bénéficier du statut de réfugié une fois qu'on est déjà sur le territoire français, mais il n'y a pas de visas qui sont délivrés par les administrations françaises pour qu'une personne comme Edward Snowden, par exemple, qui est en Russie, puisse venir sur le territoire pour bénéficier de la qualité de réfugié. Et du coup, effectivement, on imagine bien que si demain, Edward Snowden, qui est en Russie, se met à sortir, il est caché en Russie, si demain il se met à sortir et qu'il doit attendre d'être sur le territoire français pour demander l'asile, il est même pas sûr de l'avoir. Ce serait instruit. Mais du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait vraiment cette capacité à se saisir de statut, et puis même depuis l'extérieur, pour être protégé, que les organisations, les autorités consulaires puissent délivrer des visas, et ça permettrait du coup de protéger d'autant plus des lanceurs d'alerte exposés à des représailles graves dans d'autres pays. Voilà, on voudrait par exemple aussi faire un fonds de soutien aux lanceurs d'alerte. En tout cas, on veut vraiment insister pour que les lanceurs d'alerte soient mieux protégés et garantir que cette transposition de la directive soit la plus favorable possible. Alors, il y a aussi des journées des lanceurs d'alerte. Oui, on a organisé certaines journées dédiées aux lanceurs d'alerte. Ça se fait en confidentialité, parce que c'est quand même des personnes qui sont exposées au regard de ce qu'elles ont révélé ou signalé. Et en fait, on les accueille dans le cadre de ces journées, et il y a un échange avec des psychologues spécialisés qui font un accompagnement collectif, un accompagnement de groupe. Et il y a aussi cette rencontre entre les lanceurs d'alerte. Et donc moi, j'ai été chargée d'organiser ces journées, et ça a été un moment d'une richesse impressionnante, parce qu'en fait, ils se retrouvent entre pairs, ils échangent entre eux, il y a eu des moments d'émotion importants parce qu'ils se sentent isolés, seuls. Et là, le fait de se rencontrer et de voir qu'ils partageaient en fait ce parcours du combattant où tout est fait pour les faire taire, pour les bâillonner ou pour leur nuire, se rencontrer entre eux et dans cet esprit de solidarité, ça a vraiment été un moment important en fait, de participer et d'observer ça. Et puis surtout, ça a été fort parce que
En fait, ils reconnaissaient beaucoup le travail qu'on faisait à la maison des lanceurs d'alerte, le soutien qu'on avait pu leur donner et l'accompagnement. Et en fait, ils étaient tous volontaires pour devenir bénévoles, nous aider, faire des levées de fonds pour qu'on ait plus de moyens pour accompagner les lanceurs d'alerte. Donc c'était vraiment un moment touchant et je pense qu'on en fera d'autres et on sent que c'est essentiel qu'ils soient mis en... Enfin, qu'ils puissent communiquer entre eux et avoir ces temps entre pairs, quoi. Et c'est très divers, les profils des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il y a tous les âges, tous les genres, Oui, c'est très divers. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est qu'en fait, c'est très mixte. Dans ces journées-là, on avait à la fois des hommes, des femmes, des lanceurs d'alerte cadres, des lanceurs d'alerte ouvriers. Alors, il y a quand même un peu plus de cadres sont plus représentés. Mais ça, c'est intéressant. C'est de voir que par-delà, en fait, des secteurs très différents, ça va du lanceur d'alerte en droit bancaire, dans quelque chose de très spécialisé, à celui qui, au contraire, est dans quelque chose, dans la maltraitance, dans le médico-social, de personnes accueillies en EHPAD. En fait, ils ont créé des connexions et ils avaient l'impression de partager un vécu qui faisait qu'en fait, il n'y avait plus aucune barrière de milieu social, de secteur d'activité, de catégorie socio-professionnelle. Et c'était vraiment très fort de voir ça. Il y a quand même des cas qui s'en sortent. Ça, c'est vrai que j'en ai peut-être pas trop parlé, mais il y a quand même pas mal de lanceurs d'alerte qui sont soutenus quand même, certains par leur hiérarchie et pour qui les choses se passent bien ou qui ne sont pas victimes de représailles. Ça, je pense que c'est important quand même de le dire. Tout le monde ne finit pas licencié et placardisé. Mais globalement, ils prennent quand même beaucoup de risques et la situation est complexe. Donc c'est vrai que quand ils se retrouvent entre eux, c'est un moment d'aide. Et même si nous, on a des bénévoles psychologues qui les accompagnent, je pense que rien de tel que des personnes qui se comprennent et qui vivent les mêmes choses, quoi. Et c'est autant Paris que province, les signalements ? Oui, alors on a fait une petite carte sur nos statistiques pour essayer d'identifier d'où viennent les alertes. Elles sont, il y en a un peu plus à Paris, mais bon, en même temps, il y a plus de population à Paris. Mais sinon, non, elles viennent de partout. On a même des alertes donc de France Métropole, mais d'Om-Tom aussi. Oui. Et on a des alertes qui viennent d'autres pays, notamment de fonctionnaires, par exemple, qui travaillent dans des organisations internationales. Donc on peut avoir des alertes de l'étranger. Et puis on a eu quelques alertes de lanceurs d'alerte en Afrique. Et là, on les a redirigés vers une autre association dont je peux parler aussi, qui est dédiée à ça, qui est la PLAF, la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique, et qui travaille spécifiquement sur les cas de lanceurs d'alerte en Afrique. Et qui sont où ? Qui sont sur Paris également. Ah oui. Et il n'y en a pas sur le continent africain ? Si, ils ont 2 antennes. Alors, je ne saurais pas exactement où, mais je crois qu'ils ont 2 antennes et ils font un travail remarquable aussi pour aider les lanceurs d'alerte en Afrique. Et vous pouvez être appelé dans des pays, je pense à certains pays d'Asie aussi, où il y a au niveau de la liberté d'expression, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il peut y avoir de l'étranger comme ça ? Est-ce que vous pouvez avoir, et dans ce cas-là, ça doit être particulièrement compliqué d'intervenir parce qu'il y a le problème de la langue, il y a le problème de ne pas être sur place. Est-ce que vous travaillez en réseau avec des organisations locales ou comment vous faites ? Alors nous, à la Maison des lanceurs d'alerte, on est exclusivement sur les Français, les Françaises. Non, c'est une blague. Non, pas du tout. Donc on ne demande pas, effectivement, il n'y a pas de critère de nationalité, même si, comme on applique un cadre juridique qui est français, effectivement, il ne s'applique pas à tous. Oui. Par contre, c'est vrai qu'on est sensible quand même aux lanceurs d'alerte de l'étranger. On en a eu. On a eu une alerte de Suisse, on a eu une alerte du Québec, enfin du Canada. Et c'est vrai que là, on va les mettre en lien avec nos réseaux. On travaille avec le réseau WIN, Whistleblowers International Network, pour essayer de trouver au sein de ces autres pays des structures qui peuvent les aider, les orienter, les accompagner. Après, on pourrait imaginer qu'on les aide à médiatiser, même quand ils sont des lanceurs d'alerte étrangers. Par exemple, on a on a participé à la médiatisation du cas Rui Pinto. Enfin, on a soutenu, en tout cas officiellement, Rui Pinto, qui est le lanceur d'alerte portugais, qui a divulgué des informations sur les Football Leaks et qui a participé à la divulgation des informations sur les Luanda Papers. Et on peut prendre position pour ces lanceurs d'alerte-là étrangers. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir leur appliquer le cadre juridique de la loi Sapin 2. Oui. Ça, c'est pas possible. C'est la fin de cette première partie du podcast de So Sweet Planet consacrée à la Maison des lanceurs d'alerte avec Juliette Alibert. Je vous donne rendez-vous sur le 2e épisode dans lequel nous allons parler des sujets d'actualité qui occupent actuellement la Maison des lanceurs d'alerte.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.